Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 23 avril. Nous entamons ce journal avec ce hashtag qui enflamme les réseaux sociaux. Tebboune ne te rend pas en Irak. Un message dans lequel beaucoup d'Algériens expriment avec spontanéité leur attachement au président de la République. On en parle dans un instant. Début ce mercredi du séminaire de clôture du projet Partenariat euro-algérien pour l'investissement durable. L'occasion d'insister sur un véritable partenariat solide entre l'Algérie et ses partenaires européens. Dans l'actualité économique également, la 7e édition du Salon national inversé de la sous-traitance, Saniste 2025, en présence de 70 exposants. Le salon vise à renforcer la coopération entre les grandes entreprises nationales et les PME, en mettant l'accent sur la sous-traitance. À l'étranger, en France, Bruno Retailleau épinglé dans une enquête de Mediapart, selon laquelle le ministre français serait parrainé par des milliardaires de l'extrême droite impliqués dans des scandales de corruption. Et au Sahara occidental, des détenus de Dimézik, victimes d'un procès arbitraire, observent une grève de la faim pour protester contre la violation de leurs droits et libertés. Les détails dans un instant. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal avec ce hashtag qui enflamme les réseaux sociaux. Tebboune ne te rend pas en Irak, un message qui s'est hissé en tête des tendances sur les différentes plateformes et à travers lequel beaucoup d'Algériens prient le président de la République de ne pas se rendre dans ce pays qui abritera au mois de mai prochain le sommet de la Ligue arabe, exprimé avec beaucoup de spontanéité. Le hashtag reflète les liens solides unissant le président Abdelmadjid Tebboune et le peuple algérien. Regardez le compte rendu de Raouf Hamouche. Dans un élan rarement observé dans l'histoire politique du pays, le peuple algérien s'est exprimé sans filtre ni protocole. Et ce, à travers un simple hashtag devenu viral. Les Algériens ont adressé un message clair à leur président. Ne pas se rendre en Irak pour participer au sommet arabe prévu dans ce pays. Un message qui n'est ni un refus diplomatique, ni une prise de distance avec un pays frère. Il s'agit juste d'un message empreint de prudence, motivé par l'attachement sincère à la personne du président de la République. Un hashtag qui n'est autre qu'une déclaration. Une voix émanant du peuple pour être entendue jusqu'au sommet. Non pas pour contester ou rejeter, mais pour fédérer et protéger. معنا في الجزائر محتاجينك ونحتاجوك ان شاء الله تسمع منا هذا الميساج وتقبل منا هذه النصيحه كشعب. Les Algériens prennent part à la réflexion nationale. Le citoyen est devenu acteur soucieux de l'intérêt supérieur du pays et de la préservation des symboles d'unité nationale. من فضلك سيد الرئيس اسمع للشعب الجزائري أني قلت لك هو شعب يحبك فعلا وطح عليك قلبه. يا ولدي ما تغداش لبغيت الربح. يا تبون فيك بانا وفيك خونا وفيك وليداتنا ما تغداش الا بغيت الربح. Loin de remettre en cause les liens avec l'Irak, pays cher au cœur des Algériens, ce message populaire souligne surtout une conscience politique collective, considérant le président comme pilier de l'État et garant de stabilité dans une région qui fait face à de multiples menaces et défis. Ce mouvement de solidarité à travers les réseaux est tout simplement le reflet d'une confiance croissante en un président qui a toujours agi pour l'intérêt de la nation, aussi bien face aux défis internes et externes. Une confiance aussi nourrie par une posture claire, des décisions assumées et une proximité réelle avec les préoccupations du peuple. عمي تبون رانا محتاجينك اليوم قبل الغدوة. البلاد راهي بحاجة ليك. احنا راك مسؤول علينا. انت الاب تاع 45 مليون جزائري. À l'heure où de nombreux dirigeants dans le monde voient leur image fragilisée par les scandales, la méfiance ou encore l'indifférence, une relation solide basée sur la confiance lie le peuple algérien à son président.
Il y a eu réunion du gouvernement ce mercredi présidée par le Premier ministre Nadir Larbaoui consacrée au suivi et la mise en œuvre des instructions du président de la République issues du Conseil des ministres tenu le 20 avril dernier concernant l'activation du guichet unique de l'investissement et le renforcement de ses prérogatives concernant les grands projets et les investissements étrangers ainsi que des guichets uniques décentralisés relevant de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Le gouvernement a également entamé l'examen d'un avant-projet de loi portant mise à jour du plan national d'aménagement du territoire à l'horizon 2030. Il a étudié un avant-projet de loi relatif aux activités vétérinaires et à la protection de la santé animale. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du plan national de numérisation, le gouvernement a écouté un rapport d'étape sur l'avancement des projets de numérisation des services relevant du ministère des Finances, notamment les domaines des impôts et des douanes. Par ailleurs, le gouvernement a finalisé l'étude de l'avant-projet de loi définissant les règles générales d'utilisation et d'exploitation touristique des plages. Enfin, le gouvernement a écouté une présentation sur les efforts déployés pour lutter contre le phénomène de violence observé récemment dans certains stades en appelant toutes les parties concernées à faire preuve de responsabilité au rejet des discours haineux dans les médias sportifs et à la promotion d'une culture de compétition sportive fondée sur des valeurs éthiques et morales élevées. En visite officielle, au Royaume de Suède, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, a eu aujourd'hui à Stockholm un entretien en tête-à-tête avec la ministre suédoise des Affaires étrangères avant de tenir une réunion de travail élargie aux membres des délégations des deux pays. Cet entretien a permis de procéder à une évaluation globale des différents axes et dimensions des relations historiques unissant les deux pays en prévision de la célébration du tricentenaire du premier traité algéro-suédois conclu en 1729 entre la Régence d'Alger et le Royaume de Suède, se félicitant de ces relations séculaires davantage renforcées par le soutien du Royaume de Suède à la révolution de libération nationale. Les deux ministres ont convenu d'œuvrer à hisser le partenariat économique entre les deux pays au niveau des relations politiques privilégiées, les unissant. Évoquant l'actualité internationale et régionale d'intérêt commun, les deux ministres ont échangé les vues sur les développements de la situation au Moyen-Orient et dans la région sahélo-saharienne, outre la guerre russo-ukrainienne, et ont réaffirmé la convergence des positions des deux pays fondées sur les principes consacrés dans la Charte des Nations Unies, soulignant les efforts continus des deux pays pour la promotion de solutions pacifiques aux crises, conflits et guerres qui menacent la paix et la sécurité internationale. Et toujours en Suède, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, s'est également entretenu avec la PDG du Conseil international de l'industrie de Suède. La rencontre a été l'occasion d'aborder les perspectives de renforcement de la coopération économique entre Alger et Stockholm dans les domaines prioritaires pour les deux pays, et ce à la lumière des avantages intégrés dont jouissent les deux pays, mais aussi l'amélioration qu'a connue l'environnement de l'investissement en Algérie durant les dernières années. Tenu ce mercredi du séminaire de clôture du projet Partenariat euro-algérien pour l'investissement durable organisé par la délégation de l'Union européenne en Algérie en coordination avec l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, l'API. L'occasion d'insister sur un véritable partenariat solide entre l'Algérie et ses partenaires européens dont les investissements se chiffrent actuellement à 2,5 milliards de dollars pour 27 projets. Manal Abdish, Meriem Damis. Regardez. Focalisé sur les défis de consolidation du partenariat bilatéral entre l'Algérie et l'Union européenne, tel est l'enjeu d'une nouvelle vision, traduite par la volonté de nouer des partenariats stratégiques fondés sur l'égalité des chances. Cette dynamique s'est concrétisée par le projet de partenariat euro-algérien pour un investissement durable, une occasion importante de promouvoir l'Algérie comme une destination d'investissement de choix. Maintenant, on veut travailler sur ces potentiels très importants pour avancer le mécanisme de rapprochement, d'intégration entre l'Algérie et l'Union européenne du point de vue économique et commercial. Tous les acteurs impliqués dans l'environnement de l'investissement en Algérie sont mobilisés pour accompagner toutes les entreprises souhaitant y investir. Cela s'inscrit également dans le cadre d'un programme ambitieux de coopération financière avec l'Union européenne.
Il a été conclu que 53 entreprises européennes ont exprimé leur volonté d'investir en Algérie. C'est pour cette raison que nous avons demandé qu'un accompagnement leur soit assuré afin de transformer cette intention en investissement concret. Des résultats positifs ont été enregistrés, notamment l'organisation de plusieurs réunions entre experts algériens et européens, ainsi que la tenue de rencontres portant sur l'état actuel des perspectives de l'investissement européen en Algérie. Les réformes et les mesures prises par l'État dans le secteur de l'investissement au cours des dernières années ont ouvert la voie et créé de nouvelles perspectives pour améliorer l'attractivité de l'investissement européen en Algérie sous la forme d'investissements étrangers directs et indirects ou sous la forme de partenariats avec des investisseurs locaux. Elles ont également permis aux produits algériens d'accéder au marché européen. L'Algérie est prête, beaucoup de choses ont été faites déjà de très positives, dont l'adoption de la nouvelle loi sur les investissements. Donc beaucoup de choses changent en Algérie positivement, on en est très content. C'est pour ça que aussi notre directeur général, M. Sanino, est là aujourd'hui pour donner un nouvel élan à la coopération économique, mais aussi dans d'autres domaines, entre l'Algérie et l'Europe. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais on peut encore faire beaucoup de choses ensemble. Dans le cadre de ce projet, nous avons visité plus de 14 pays européens où nous avons rencontré des responsables d'entreprises qui ont exprimé leur volonté d'investir en Algérie. Créer des investissements concrets, générer de la valeur ajoutée et renforcer l'intégration dans les chaînes de valeur régionales et mondiales sont des objectifs communs à l'Algérie et à l'Union européenne. Leur réalisation ne sera possible qu'à travers la mise en place de partenariats effectifs entre les deux parties. Toujours dans l'actualité économique, à présent au SANIST, le Salon national inversé de la sous-traitance, où on a choisi d'inverser les rôles. Ce ne sont pas les fournisseurs qui exposent, mais les acheteurs, une démarche originale qui casse les codes du modèle traditionnel et favorise les rencontres concrètes entre besoins industriels et solutions locales. Une façon plus pratique de penser ou de repenser la collaboration économique, nous dit Amira Sefta. Regardez. Dans un contexte économique où maîtrise des coûts, croissance industrielle innovante et diversifiée et développement de la compétitivité des entreprises algériennes sont devenus des priorités, un salon sort du lot, en chamboulant totalement les règles du jeu. Mais les objectifs restent les mêmes. Démontrer les progrès significatifs réalisés dans le domaine de la sous-traitance et établir des contacts en vue de conclure des partenariats. Finalité, réduire les importations de produits, fournitures et services en tout genre. Ce salon, la 7e édition du salon inversé de la sous-traitance industrielle, je voudrais juste dire une précision pour ce concept salon inversé de la sous-traitance qui est différent du salon classique de la sous-traitance. C'est un salon où la principauté, c'est les entreprises qui sont exposantes principalement. Donc c'est que des donneurs d'ordre qui viennent exposer leurs besoins en matière de sous-traitance à la recherche des sous-traitants qui, eux, vont venir en tant que visiteurs pour proposer leur offre de services en matière de sous-traitance et d'intégration nationale. Nous avons à peu près 70 entreprises exposantes de différents secteurs, la mécanique, le ferroviaire, l'énergie, la plasturgie, l'automobile, un peu de tout. Voilà. L'organisation de ce salon s'inscrit dans le cadre des mesures prises par le gouvernement visant la promotion, le développement et de la protection de la production nationale. Dans ce salon inversé, les exposants sont les acheteurs et exposent leurs besoins. Et les visiteurs sont les vendeurs et viennent pour prendre connaissance de ces besoins et tenter d'y répondre. Afin de renforcer la coopération entre les grandes entreprises nationales et les PME spécialisées dans les composants, les produits semi-finis et les pièces détachées notamment. Donc notre présence ici dans ce salon, c'est de chercher les receveurs d'ordre. On est venu spécialement parce que SANIST, c'est un salon inversé. C'est dans le but d'améliorer ou d'augmenter le taux d'intégration nationale, parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont actives dans le domaine de la mécanique, et beaucoup plus les PME, PMI, et pourquoi pas les start-up aussi. Il s'appelle Salon inversé
parce que les entreprises étatiques cherchent des fournisseurs qui répondent aux termes de pièces de rechange. La preuve que la SNTF est en train d'exposer tout type de pièces de rechange afin de répondre aux termes de maintenance, vu les grands marchés et les grands projets de la SNTF actuellement. Le SANIST est donc une manière plus originale et plus efficace de faire se rencontrer l'offre et la demande. Il n'est pas seulement question d'étoffer son portefeuille client, mais avant tout de construire ensemble l'industrie de demain. L'économie circulaire reste un concept en expansion en Algérie, un marché à conquérir. Chez nous, il est estimé à 38 milliards de dinars avec les 11 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés jetés chaque année par les Algériens. Certaines entreprises pionnières dans le domaine de la gestion de déchets se démarquent toutefois. C'est le cas de l'usine de récupération et de recyclage de matières plastiques de Ain Defla. L'usine produit 1000 tonnes par mois de PET. Immersion avec Saïda Mayouf. Reportage. Fondée en 2016, l'entreprise de récupération et de recyclage des matières plastiques implantée au cœur de la zone industrielle de Ain Defla traite au quotidien pas moins de 1 million de déchets plastiques pour une capacité de production de 1000 tonnes de PET et de fibres monofilament, une matière autrefois importée de l'étranger. Après la collection de matières premières, on va faire les analyses pour assurer la qualité de notre matière. Et après ça, on va faire le décharge de notre matière et on va trier les matières premières pour éliminer l'aluminium, le métal et tout ce qui est papier de PET. Et après ça, on va faire lavage chimique pour éliminer les impuretés et les déchets de notre matière. Avec 50 employés au démarrage, l'unité n'a eu de cesse d'augmenter le nombre de ses travailleurs au fil des ans. Des compétences avérées et une parfaite maîtrise du process, une fierté pour l'entreprise, voire pour tout le pays. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir plus de 200 postes directs et plus de 1000 postes indirects. La majorité, ce sont des jeunes. Et dans la région, dans la wilaya de Ain Defla. Diplômé master dans chimie produits naturels, on fait les analyses des produits finis des matières premières sur le PET. Je travaille dans mon domaine de chimie et des contrôles de qualité des produits chimiques. Le produit fini devant être transformé fait l'objet d'un contrôle rigoureux pour une qualité supérieure, ce qui lui a valu d'ailleurs une place de choix à l'international. En témoigne ce chargement dernier en date devant être exporté vers l'Italie. Une fois que le produit fini est prêt, on organise la livraison en collaboration avec le service logistique. On compte plus de 19 clients de pays étrangers. L'année dernière, nous avons produit environ 1000 tonnes par mois et 70% de cette production a été exportée vers 19 pays au monde, entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. L'industrie de recyclage dans le pays demeure une noble mission. Elle contribue à répondre aux défis environnementaux tout en stimulant une économie circulaire et en s'inscrivant dans une dynamique mondiale de durabilité. Je le disais en titre, en France, le ministre de l'Intérieur épinglé dans une enquête de Mediapart selon laquelle Bruno Retailleau serait parrainé par des milliardaires de l'extrême droite qui dictent désormais la ligne de conduite du gouvernement français. Rappelant que les parrains du ministre, dont Vincent Bolloré, ont été plusieurs fois impliqués dans des scandales de corruption. Walid Yousfi. Dans les coulisses du pouvoir en France, l'ascension de Bruno Retailleau suscite aujourd'hui des interrogations. Ancien bras droit de Philippe de Villiers, homme politique connu pour ses positions racistes et xénophobes, Retailleau est désormais le favori d'une élite parisienne fortunée au penchant extrémiste. Ce dernier s'impose aujourd'hui comme la vitrine politique d'une campagne idéologique alignée sur les discours d'Éric Zemmour, affichant une loyauté manifeste envers les figures controversées que sont Vincent Bolloré, mania des médias, et Pierre-Édouard Sterrin, homme d'affaires influent. Selon une enquête publiée par Mediapart,
Cette ascension n'aurait jamais été possible sans un pacte implicite réunissant un média de propagande, un financier aux intérêts bien placés et un exécutant sans réel bagage politique. L'article évoque ainsi un triangle d'influence où se mêlent pouvoir économique, manipulation médiatique et ambition personnelle. Retailleau y est dépeint comme un simple instrument guidé par ceux qui contrôlent les leviers dans l'ombre. Quel scandale! Oui, plus d'1 demi-milliard d'euros offerts à un milliardaire alors que vous faites les poches des auto-entrepreneurs. Monsieur Bolloré a triché avec le fisc. Cette fraude aurait dû lui valoir une pénalité de 640 millions d'euros. Il n'en a rien été. Une décision ministérielle a ramené la pénalité à 0 €, 0 centimes. Quand il s'agit d'un passe-droit fiscal à monsieur Bolloré, on n'entend pas monsieur Retailleau dénoncer la culture de l'excuse des milliardaires. Retailleau mène aujourd'hui une campagne pour prendre la tête du parti Les Républicains et ne cache pas son ambition d'accéder à la magistrature suprême, bénéficiant dès aujourd'hui d'un soutien logistique, médiatique et financier sans précédent. Apporté par Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Sterrin, qui assure sa promotion sur la base d'une stratégie entièrement tournée vers la satisfaction des intérêts d'un lobby radical et au détriment des relations franco-algériennes. Sacrifiées au passage. Des sources évoquent même des manœuvres délibérées visant à saboter tout progrès diplomatique permettant un réchauffement de ces relations. Retailleau incarne ainsi une politique où l'idéologie l'emporte sur l'intérêt général. C'est un procès arbitraire et injuste, celui qui a condamné les détenus sahraouis de Gdimizik devant la cour d'appel de Rabat. Un procès refuté par la juriste française spécialisée en droit international, Ingrid Metton, qui parle de détention arbitraire. Les militants sahraouis n'ont d'autre choix que d'observer une grève de la faim, une pratique courante dans les geôles marocaines pour protester contre les violations des droits et des libertés. Walid Yousfi. La décision d'observer une grève de la faim a été prise par ce prisonnier sahraoui suite au harcèlement systématique des responsables de la prison avec des injures répétées, des violences physiques et des actes de torture. Hassan Dah, militant sahraoui du groupe Gdemizik, fait partie d'une longue liste de prisonniers politiques sahraouis emprisonnés après le démantèlement violent du camp de protestation pacifique en 2010 et condamnés par le Marzen lors de procès inéquitables dénoncés par les organisations internationales pour leur manque de garantie et leur utilisation d'aveux extorqués sous la torture. En tant qu'avocate du groupe de Gdemizik, je peux affirmer qu'ils ont tous été condamnés sans aucune preuve. En droit pénal, que ce soit en France, au Maroc ou ailleurs, pour condamner des personnes, notamment pour les crimes les plus graves et à des peines très lourdes, il faut des preuves et il faut prouver que les personnes ont une intention de commettre les faits. Là, durant le procès devant la cour d'appel de Rabat qui a duré 6 mois, j'ai pu constater, mais dès le premier jour, qu'il n'y avait aucune preuve. Il n'y avait pas les armes, il n'y avait pas le bon nombre de soi-disant victimes, et il y avait des prétendus aveux qui ont été obtenus sous la torture, comme l'a reconnu le comité contre la torture. À Béziers, dans le sud de la France, une manifestation pacifique en soutien aux prisonniers sahraouis a dégénéré. 2 journalistes qui couvraient l'événement ont été pris pour cible par des individus hostiles. Nous avons été très bien accueillis partout. Nous venons de faire une manifestation, enfin un rassemblement, et où les Marocains avaient un autre lieu de manifestation, les Franco-Marocains, mais ils sont quand même venus nous agresser. Face à la répression et au silence, la détermination des voix sahraouis ne faiblit pas. Le peuple sahraoui poursuit sa lutte pour sa liberté et son droit à l'autodétermination. Et voilà qui nous emmène à parler du Maroc, où la fronde sociale ne faiblit pas face à une politique très contestée du régime du Marzen, qui poursuit sa normalisation avec l'entité sioniste, un régime éclaboussé de surcroît par des scandales de corruption et impliqué dans le trafic de drogue. Majda Jahmoun. Madrid intensifie la surveillance de son littoral face aux risques sécuritaires liés au Maroc. Selon le quotidien espagnol ABC, l'état-major de la défense espagnole a mis en place une cellule secrète chargée d'évaluer les menaces potentielles que pourrait représenter le régime marocain pour la sécurité nationale. Une initiative qui intervient dans un contexte de tensions persistantes avec des tentatives répétées de franchir les frontières de Ceuta par des migrants marocains, en plus de l'affaire d'espionnage du logiciel Pegasus.
L'inquiétude de l'Espagne ne se limite plus aux seules questions de frontières et d'espionnage. Elle s'étend désormais aux évolutions internes que connaît le régime marocain, susceptible de déstabiliser toute la région. À l'intérieur, le climat est marqué par une confusion grandissante et une prolifération alarmante de drogues en tout genre. Le royaume du hashish est plongé dans une spirale où les drogues se répandent de plus en plus. La stratégie du Makhzen est claire, droguer le peuple et exporter l'instabilité. Tuez-nous, tuez-nous, c'est mieux que de rester comme ça, drogués et embourbés dans la criminalité et le trafic de drogue. Le processus de normalisation mené par le Makhzen s'accélère, sans tenir compte de la sensibilité de l'opinion publique. Cette semaine, des ports marocains ont vu accoster des navires sionistes chargés d'armes en route vers Gaza. Toutes ces manifestations montrent le refus catégorique du peuple marocain de l'amarrage de ces navires et dénoncent le silence des autorités marocaines qui signifie l'implication dans ces crimes. Dans le même sillage, les principales centrales syndicales ont appelé les dockers et les travailleurs des ports marocains à refuser toute opération de manutention sur les navires transportant des armes vers l'entité sioniste. Et au Proche-Orient, au moins 17 personnes sont tombées en martyrs et plusieurs autres ont été blessées dans des frappes menées ce matin par l'armée d'occupation sioniste dans la bande de Gaza, laissant des corps calcinés et des personnes disparues sous les décombres. La frappe la plus meurtrière s'est produite sur une école qui abritait des personnes déplacées dans la ville de Gaza Nord, faisant 11 morts et 17 blessés, dont des femmes et des enfants, nous dit Raouf Hamouch dans ce compte-rendu. Ces scènes de désolation et de destruction constituent le lot quotidien des Gazaouis. Pas un jour ne passe sans que des bombes s'abattent sur Gaza, n'épargnant rien ni personne. Désemparée, la population ne sait plus à quel saint se vouer, d'autant que le silence complice de la communauté internationale annihile le peu d'espoir auquel elle s'accroche. Sous ces décombres, il n'y a que des femmes et des enfants. Ils ont été bombardés hier, tard dans la nuit. L'entité sioniste s'acharne à semer la mort à Gaza et n'hésite pas à prendre pour cible tout ce qui est susceptible de permettre un retour à la vie, comme ces engins de chantier qui ne pourront plus contribuer au déblaiement des gravats et à la reconstruction de l'enclave palestinienne. Les points de passage sont fermés depuis plus de 35 jours et il n'y a ni générateur d'électricité ni station de dessalement pour traiter l'eau. Avec la fermeture des points de passage, les aides ne parviennent plus aux populations affamées par l'entité sioniste, qui ne compte pas s'arrêter là, puisque son objectif étant de conquérir Gaza après l'avoir vidé de sa population. Retour chez nous, chargé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, le ministre de la Culture et des Arts Zohair Balalou a présenté hier les condoléances à la famille de la défunte Badi Lalla que l'art du Tindi vient de perdre. Le message de condoléances du président de la République à la famille de la défunte a été remis par le ministre à son domicile au quartier Taagart à Tamarrasset. Je vous invite à l'écouter. Sur instruction du président de la République, nous sommes venus présenter nos condoléances à la famille de la défunte Badi Lalla, à la famille artistique ainsi qu'à tous les habitants de Tamarrasset. Badi Lalla est une icône de l'art algérien. Elle a laissé un héritage artistique inestimable. Elle a également fondé une école authentique dans le domaine de l'art lyrique du Tindi. Grâce à son intelligence et à son patriotisme, elle a su bâtir un lien fort entre la tradition du Tindi et la modernité. Le ministre avait auparavant assisté aux côtés des autorités locales aux obsèques de la défunte Badi Lalla au cimetière est du quartier Taagart, qui se sont déroulées en présence d'une foule nombreuse de citoyens et de passionnés de cette grande figure artistique qui a, rappelons-le, consacré une grande partie de sa vie à la préservation du patrimoine tergui, particulièrement la musique Tindi. Le Moudjahid est membre de l'armée de libération nationale, l'ALN Khamaïs Amma, est décédé hier à Janet à l'âge de 89 ans. Des suites d'une longue maladie, en cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses compagnons d'armes, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde, de l'accueillir en son vaste paradis et de prêter aux siens patience et réconfort.
Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'ANP ont exécuté durant la période allant du 17 au 22 avril 2025 plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont saisi 2 lance-roquettes de type RPG, 7 et 4 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov au niveau de la 6e région militaire, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté 12 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays. Les détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 38 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 9 quintaux et 57 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que plus de 310 500 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamarasset, Bortouadji Mokhtar et Insalah, des détachements de l'ANP ont arrêté 254 individus et saisi 33 véhicules, plus de 140 groupes électrogènes, 102 marteaux-piqueurs, 7 détecteurs de métaux ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres, d'explosifs, d'outils et de détonations et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 13 autres individus ont été arrêtés et 3 pistolets automatiques, 17 fusils de chasse, 22 830 litres de carburant ont été saisis lors de différentes opérations. Note le bilan relevant par ailleurs que 2035 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Sport football pour terminer, retour sur la réunion d'urgence qui s'est tenue au siège de la FAF entre le ministre des Sports Walid Sadi et les différents présidents des clubs de Ligue 1. Cette réunion intervient dans un contexte marqué par une escalade préoccupante de la violence et des discours incitant à la haine dans les stades. Les détails avec Sarah Derbel. La gestion sereine et fluide de ce qui reste de la saison footballistique a été au cœur de la réunion d'urgence tenue au siège de la fédération. Cette rencontre a réuni le ministre des Sports, président de la FAF, le président de la Ligue de football, ainsi que les présidents des clubs de Ligue 1. Walid Sadi a lancé un appel aux responsables en demandant d'éviter les dérapages, les propos haineux ou les communiqués mal placés. Il a également été question de l'amélioration des infrastructures sportives et de l'organisation interne des clubs. L'arbitrage a aussi fait l'objet de discussions dont l'objectif, la qualité des prestations. Le président de la FAF a invité tous les acteurs du football algérien à faire preuve de responsabilité, à bannir les discours de haine et à œuvrer ensemble pour garantir une compétition équitable et respectueuse des règlements. Sur le plan organisationnel, plusieurs aspects ont été abordés, notamment certaines mesures que les clubs et leurs présidents devront respecter. En ce qui concerne l'encadrement des supporters, l'organisation des comités de supporters ainsi que la communication avec eux. Tous ces points ont été discutés et une feuille de route a été établie. Il s'agit d'une proposition concrète et efficace. Elle concerne l'encadrement des déplacements des supporters et à veiller au bon déroulement des matchs dans un esprit de fair play afin d'assurer une fin de saison idéale sans erreur ni discours provocateurs, en accord avec les valeurs fondamentales du football. Avec ce sujet, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h avec le journal en langue nationale. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dimanche à 19h. Au revoir.